Bienvenue au Sale Show, on se retrouve aujourd'hui pour parler MMA, parler un petit peu de ce qui s'est passé toute cette semaine sur la planète. C'est parti, générique. Ragnar Le Breton donc, qui a combattu ce week-end en Suisse pour HFC. Un combat à huis clos contre Xavier Le Sou, pardon. Donc une défaite apparemment par soumission au premier round. Qui n'a pas été filmé. Qui n'a pas été filmé, donc ouais, le truc c'était le premier combat de la soirée en plus. Mais c'est bizarre parce que sur la carte que j'ai vue, partagée par la transmis, me semble, il y avait le... C'était en haut de la carte sur le papier. Ouais. Donc il y a certains événements quand ils font le haut de la carte, c'est le début, mais c'est quand même rare. Ouais. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, j'ai pas compris, étant donné que Ragnar Le Breton est une célébrité et que Xavier Le Sou est un combattant avec un record perdant du MMA Factory et apparemment ils s'entraînaient ensemble. J'ai pas compris parce que ouais, donc une situation assez bizarre quand même parce que on s'attendait à ce que Ragnar gagne et que ce soit à huis clos, vu que c'était le mec de MMA Factory et tout ça. Il y avait les mecs de la Transpi qui disaient déjà que ça sentait le vol, ouais. Que c'était un truc organisé. Et en fait, on se retrouve avec Ragnar qui perd. Et ouais, encore une fois, d'image et tout, ça fait chier. J'imagine qu'ils veulent garder le gros combat, la hype, le fait de dire genre le premier combat pour Arès. Mais ils étaient obligés de faire ce combat par rapport aux lois en France. Donc ouais, je sais pas c'est quoi la suite là. Ça. J'ai pas compris, si tu vas faire un combat en entourloupe, pourquoi le perdre? Je veux dire. Ouais. Parce que c'est ça que je comprends pas. Déjà de 1, comment est-ce que c'est possible qu'il y ait personne qui ait filmé le combat qui était là-bas? Est-ce qu'ils l'ont fait avec personne à l'intérieur et après ils ont commencé la carte? Je sais qu'il y a une vidéo qui a tourné avec un barman qui disait qu'il avait vu le combat et apparemment il a pris quelques patates et il s'est fait guillotiner. C'est ça qu'on j'ai entendu, mais bien évidemment on n'a pas la vidéo donc on peut pas savoir. J'espère que ça va sortir, on va pouvoir le voir, mais ça m'étonnerait, ça aurait été sûrement déjà sorti. Je sais pas s'ils ont confisqué les téléphones ou je sais pas comment ils ont pu faire en 2023 de mettre une célébrité qui combat à huis clos. Ouais, j'ai vraiment très confus sur le problème. Parce que même, donc là, il perd le premier combat, donc tu commences à Arès 0-1. Pourquoi? Ouais. Là, les gens savent qu'il a perdu contre un adversaire qui me semble moins bon que l'adversaire il est censé combattre à Arès. Ouais. Est-ce que peut-être il a juste voulu... J'ai trop de questions. Est-ce qu'il a voulu juste le faire et il a perdu, il a dit on s'en fout, je le fais gratuit juste pour passer pro? J'avoue que c'est compliqué. Je sais qu'il vient du MMA Factory, Xavier Le Sou. Ouais. C'est ça, donc comment... Je sais pas. J'ai vraiment que des questions, j'ai pas de réponse. En fait. Tu vois, on est obligé d'en parler, bien sûr, parce que on est confus. Il me semble qu'il doit y avoir beaucoup de gens quand même qui sont confus sur ça également. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Vraiment bizarre. On l'a vu comme tout le monde le jour avant. On a vu la pesée. Ils se sont serrés la main. Ouais, compliqué quoi. C'est quand même une personne avec 1 million de followers sur Instagram. Ouais, il y a une grosse hype autour de lui. Autour de son combat, Arès, ils essayent de promouvoir le truc. Canal+, je pense que c'est eux qui ont l'exclusivité, donc j'imagine que le jour du combat, ils vont faire une petite intro avec le premier combat, les images machin, mais ouais, c'est sûr que là, en mode défaite, ça en jette un peu moins. C'est compliqué, surtout sur un adversaire qui n'a pas l'air vraiment d'être très actif. Sans vouloir manquer de respect, mais c'est juste qu'il a 2 défaites, pas de combat amateur d'après ce que j'ai vu sur Tapology, et pas très actif. Ouais. Donc, ouais, non, il s'attendait à une victoire facile pour Ragnar, mais c'est pas. Je sais pas, ouais, franchement, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Ça m'a laissé un gros point d'interrogation, et là, le plus on en parle, et le plus j'ai de questions. En fait. Mais ouais, non, donc on n'a pas vraiment de réponse, on espère en avoir bientôt, parce que ça m'intéresse maintenant, j'ai vraiment envie de savoir ce qui s'est passé, tu vois, et ouais. Et après on peut passer avec l'annonce de la carte UFC. Ouais, donc Dana White qui a annoncé une belle carte pour l'UFC 287,
Donc le main event, Israël Adesanya contre Alex Pereira 2 ou 4. Ouais, 2 en MMA quoi. Mais ouais. Et Masvidal contre Gilbert Burns. Là, ça va être pas mal aussi. Ouais. Des petites pronos à faire déjà là à froid. Ouais, bien sûr. J'ai vu que Israël était le favori en Paris quand ils ont ouvert la ligne. Ouais, j'ai vu. Ouais. Ah, j'ai pas ce matin. J'ai regardé, il était favori de peu, mais il était favori. C'est vrai. Ah, j'aurais pas cru. Ouais. C'est compliqué, c'est un combat très compliqué. Toute la pression est sur Israël, mais on l'a déjà vu briller sous la pression. Après, est-ce que Alex Pereira est juste, pour moi, il est vraiment trop lourd pour un middleweight. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Le mec il combat en middleweight et il est aussi lourd qu'un poids lourd. Ouais. Mais il est même pas lourd comme un poids lourd avec du gras et tout, un poids lourd dessiné, tu vois. J'en suis sûr, il peut battre plein de mecs en 205 et en 265. Et vraiment, j'en suis persuadé. Ce qui nous montre quand même le niveau de Israël, parce que la performance qu'il nous a fait contre Pereira, jusqu'au 5e round, qui pour moi était un arrêt bien trop tôt. Est-ce qu'il allait tomber après quelques patates en plus? Peut-être, mais j'aurais bien voulu avoir la réponse. Parce que là, on n'a pas la réponse, mais on l'aura partiellement dans ce combat, on verra ce qui va se passer. Moi, j'ai envie de prendre Israël par décision. Je pense qu'il va savoir s'adapter. Je pense qu'il aura un game plan un peu plus basé sur le grappling, même s'il avait utilisé sur le premier combat. Là, je pense qu'il va utiliser le grappling plus tôt, parce qu'on a vu quand même que Pereira, ça bégayait au sol. Ouais. Et Israël, au sol, c'était pas non plus super clean ce qu'il faisait. Il aurait pu vraiment lui prendre le dos, il aurait pu faire beaucoup de choses. Il faudrait que je regarde le combat encore une fois, revoir un peu tous les échanges de grappling. Mais ce dont je me rappelle, c'est que Israël, il était un peu stiff au sol. Il était pas très souple. Il avait pas vraiment les mauvaises intentions de mettre la soumission, quoi. C'était un peu, on cherchait plus le contrôle. Chercher plus le contrôle, ouais. Chercher fatigué, et c'est pas un lutteur. Il a pas vraiment une bonne lutte offensive, parce qu'il en a pas besoin. Donc là, il va devoir faire un training camp qui va être différent. Je sais qu'il a Frank Hickman, son coach de lutte. C'est un monstre. Ce mec, c'est un monstre. C'était le coach de lutte aussi de Alex Volkanovski. C'est le coach de lutte qui est un excellent lutteur en MMA. Un coach de lutte de Brendan Logan, le champion de PFL. Et moi, j'ai tourné avec lui. Il avait une défense et une offense de lutte, mais incroyable. Franchement, incroyable. Ce mec, Frank Hickman, il est vraiment bon. Et là, on sait qu'il va travailler avec Israël tout le training camp. Donc, j'ai vraiment l'impression que ça va être plutôt mélanger le grappling tôt et essayer de fatiguer Pereira, parce que la weight cut, quand même, c'est pas gratuit. Ouais. Alex Pereira était fatigué au dernier combat. On a vu que malgré le fait d'être fatigué, il pouvait quand même toujours avoir le gros pouvoir dans les mains. Mais c'était pas comme avec Strickland où au premier round, tu vois, tu tombes. C'était quand même, il avait beaucoup de pouvoir, mais on a vu que Israël pouvait prendre les shots. Ouais. C'est juste qu'il s'est fait trapper sur la cage à un moment, et c'était plutôt le volume plus que la puissance. Donc j'ai l'impression que la puissance, forcément, ça va descendre un petit peu. Si tu utilises le grappling au premier round directement, un peu comme il a fait Moreno avec Figueiredo, je sais que c'est complètement différent, mais je pense qu'il a une chance, Israël. C'est soit Israël par décision pour moi, ou Alex Pereira par KO, encore une fois. Mais ouais, franchement, je suis vraiment excité pour ce combat. J'adore Israël Adesanya. J'aime beaucoup le style de Alex Pereira. J'aime bien son style de striking. C'est vraiment unique. Et c'est un combat magnifique, quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Toi, t'as quoi comme pronostic? Je dirais Israël aussi. Ouais, c'est pareil. Hein. Israël, je veux voir Israël par. Je pense que ce sera à la décision s'il gagne aussi. Mais toujours peur du KO de Alex Pereira. J'aimerais bien voir Alex Pereira contre Khamzat. Ouais. J'aimerais bien voir. Carrément. Ouais. Mais je vois beaucoup de commentaires comme quoi il se ferait niquer par les lutteurs, etc. Moi, je dis pas ça, je sais pas en fait. Ouais, c'est pour ça que j'ai envie de voir. Parce que je vois beaucoup de commentaires. Même les Marvin Vettori, les machins, mais on aimerait bien voir. Marvin Vettori, il prend beaucoup de coups. Est-ce qu'il va réussir à take down Pereira, le tenir au sol? Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai vu une interview de Vettori qui disait si je le ramène au sol, c'est mort. On n'a pas vraiment vu se faire garder au sol longtemps. Hein. Il a une défaite par soumission il me semble 6 ans ou 7 ans, quelque chose comme ça. Tu peux pas te baser sur une défaite qui était il y a 6 ans. Quoi. Le mec en plus il est assez. Bon, même s'il a 35 ans, il est jeune dans sa carrière de MMA. Il a commencé après 30 ans, tu vois.
donc il est relativement jeune dans sa carrière de MMA, il a eu que 7-1, donc il a que 8 combats pro. Donc la hausse de progression va être très très haute, quoi. Ouais. Donc voilà. Après Masvidal contre Burns. Qu'est-ce que tu dis? Moi j'ai la préférence pour Burns. Mais on sait jamais avec Masvidal. Il peut toujours sortir un petit KO de nulle part. Mais je crois qu'il a jamais gagné dans cette catégorie contre une top, Non, une top 10. non, il a eu des close décisions, Ouais. mais je sais pas. Burns se fait toucher quand même. Ouais. Masvidal a une très bonne défense de lutte. Hein. On se rappelle même contre Ousmane, au premier combat, il se faisait pas takedown. Ouais, Il se faisait mettre contre la cage, mais il se faisait pas takedown. Avec Colby Covington, il se faisait takedown. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait un problème de cardio. Ce qui a été un peu l'histoire de la carrière de Masvidal, c'est que j'ai l'impression qu'il s'entraîne pas full time. Il s'entraîne un peu que quand il a des combats. Il y a beaucoup de fois où tu le vois où le troisième round est un peu... Tu le mets un peu en question sa cardio, quoi, à chaque fois. Il y a eu des performances où on n'a pas vu ça, mais il y a eu beaucoup de performances où on a vu ça. Est-ce qu'il va changer à ce niveau-là de sa carrière, à 38 ans, après avoir fait beaucoup d'argent, ensuite redescendre de 3 défaites, tu lui donnes Gilbert Burns, c'est compliqué. C'est compliqué, j'adore les deux gars. Je pense que Gilbert Burns gagnerait une décision. Masvidal peut l'attraper, hein, on l'a vu. Il a quand même droppé Colby Covington 2 fois, il me semble. C'était au 3e round, au 4e round. Donc on l'a vu que même étant fatigué, il a du gros pouvoir dans les mains. Colby Covington a un très bon menton. Ouais. C'est rare qu'on le voit se faire descendre comme ça, à part contre Ousmane, et ce qui est compréhensible. Et ouais, donc ce qu'il faut quand même se rappeler, c'est que il avait battu Ben Askren. Il a battu Darren Till et il avait battu Nate Diaz. Ça, c'est 3 victoires d'affilée. Ensuite, il a combattu Ousmane 2 fois. Donc, Ousmane, qui était le champion, qui va sûrement enfin, je sais pas, mais qui était champion à l'époque. Et ensuite, il combat Colby Covington. C'est le numéro 1 et le numéro 2 de la division. Donc, même si les performances étaient un peu questionnables, quand même, on se dit c'est le mec numéro 1 contre numéro 2. Burns s'est fait finir par Ousmane au premier combat. On se rappelle, tu vois, donc tout le monde perd contre Ousmane. Il a perdu 2 fois contre Ousmane, c'est pardonnable, j'ai envie de dire. C'est pardonnable. Et puis il n'était pas ridicule contre Ousmane, donc même au deuxième combat. Hein. Il se débrouillait bien, la défense de lutte était bien à la Elvis Presley, on appelle ça, tu sais, quand il se met sur la cage avec les... Il était vraiment en latéral, il défendait bien. Je sais pas, on verra, peut-être qu'on peut on le sous-estime un peu, tu vois. Ouais. Mais ouais. Mais en tout cas, ce qui m'a... On va aller dans le prochain segment, mais ce qui m'a choqué, c'est il n'y a pas d'Ultimate Fighter alors. Ouais, là, on sait pas. Et ouais, d'ailleurs, c'est la rumeur, là, que comme quoi McGregor aurait une proposition de le refaire. Du coup, ça soulève beaucoup de questions. Contre qui? Cam aussi, parce que normalement, ouais, c'est en ce moment, là, que ça devrait se passer. Ouais, bientôt. Donc, à mon avis, ouais, c'est mort. Déjà, donc, Conor McGregor qui reviendrait au TOF contre Masvidal, on peut enlever cette option. ouais. Oliveira, mais il a le combat contre Dariush. Ouais, ça aurait été un beau truc vu la hype des deux. Oliveira qui est super connu au Brésil, qui a une grosse hype derrière lui. Ça aurait été pas mal. Ouais, ça aurait été beau à voir. Chandler, il parlait du combat contre Chandler, donc pourquoi pas. C'est Il y a possible. Tony Ferguson, et je crois que c'est lui qui a tweeté comme quoi il avait une proposition aussi. Maintenant, Tony Ferguson, on connaît un petit peu les problèmes qu'il a avec toutes ces équipes qui changent souvent de team et tout. Vu que là-bas, il faut ramener ses coachs, je sais pas si ça cause de... Après, des fois, il ramène des coachs qui sont pas forcément leurs coachs, ouais. Comme par exemple Uriah Faber qui ramenait Josh Emmett, par exemple. Des choses comme ça, il ramène généralement des sparring partners, quoi. Ouais. Donc on se retrouvait dans une situation là où pour moi, on a, tu vois, Chandler ou Ferguson, ouais, comme t'as dit. Donc, Chandler, ça pourrait être pas mal pour le Ultimate Fighter, mais je pense qu'il va être trop respectueux. Parce que je veux dire, Chandler, il va trop être... il est trop respectueux, tu vois, ça va pas être un Ultimate Fighter... Ouais, mais ils aiment bien, ils aiment bien, c'est
Chandler, c'est le genre de mec qui va faire des discours sur la motivation, sur le Ouais, fait c'est de ça. tout ça. Et je pense qu'il kiffe de ouf ça dans The Ultimate Fighter. Faire Ouais. les petites séquences émotions comme ça là. Donc moi je le vois bien, je le vois bien dans ça. Je préférais voir Ferguson, même si Ferguson, c'est sa foulaine, parce qu'il a pris cher, c'est 5 derniers combats, 5 défaites d'affilée. C'est compliqué Ouais, avant. c'est ça. Et sportivement, c'est pas super intéressant. Même Après- si McGregor, on sait que ouais, ça va pas être un niveau de ouf. Il va pas revenir à un niveau de ouf. Mais ouais, contre Chandler, je pense que c'est le bon match-up. Contre Chandler, ouais. Contre Chandler ou Ferguson, mais après, il risque de perdre contre Chandler. Ouais, C'est ça aussi. carrément. Ferguson, il a plutôt Franchement, Ferguson contre Ned Diaz, il était Ouais. c'était compliqué à voir. Moi, c'était un de mes combattants préférés. À l'époque, j'ai l'impression que c'était hier, tu vois. Il a vraiment descendu. Il a descendu, je pense qu'il a pris trop de dommages. Il a pris trop de coups et trop de mauvaises décisions. Et c'est compliqué. Donc ouais, là, pour toi, l'option numéro 1, ça serait Chandler. Ouais, Ouais. carrément. Bah, je te rejoins. Je pense que ça serait Chandler et en numéro 2, Ferguson. Pourquoi pas Paddy Pimblett, les gars? Ouais, ce serait marrant. Pourquoi pas Paddy Pimblett? Parce qu'au moins, même si tu l'as, Connor, on n'est pas vraiment sûr de ce qu'il va faire. Tu peux limite le sacrifier. Ouais, carrément. Tu vois. Ouais, tu veux un beau combat, un truc. Avec de la hype et il va se passer des choses, ouais, c'est sûr, si tu mets ces deux-là. Et ouais. Donc Francis Ngannou aussi qui a été call-out par Tyson Fury pour un combat dans une cage avec des gants de 4,6. Ouais. Avec les mitaines. Ouais, avec les mitaines et donc et arbitré par Mike Tyson. Est-ce que tu crois en ça ou tu crois que ça va jamais se faire? Je pense que c'est possible qu'ils combattent. Après, le fait que Mike Tyson soit l'arbitre, je sais pas, ça serait cool. Je pense pas que ce soit possible. Si c'est un combat pro, il faut que tu aies un arbitre qui soit pro, qui soit licencié, surtout pour un gros combat comme ça. Est-ce que ça compterait sur le boxing record de Tyson Fury? Non. Non, Parce que ce serait avec les mitaines. Ouais. Pas grand chose à perdre pour Tyson Fury, surtout qu'il risque de gagner quand même. Pas grand chose à perdre pour Tyson Fury. Est-ce que ce combat a du sens? Absolument pas. Est-ce que Ngannou est un bon boxeur? Pas spécialement. C'est un des hommes qui a le plus de pouvoir dans les mains au monde, il me semble, tu vois. Mais est-ce qu'il peut boxer contre Tyson Fury? Ça m'étonnerait. Est-ce que le promoteur de Tyson Fury veut donner un cadeau à Ngannou comme ça, pour rien? Est-ce qu'il voudrait lui donner? Parce que Fury fera de l'argent quoi qu'il arrive. Moi, ce qui me faisait un peu peur dans cette histoire de Francis Ngannou qui partait pour la boxe, c'est qu'il lui donne un mec avant. Il lui donne un mec à la Dylan White, qui est pas vraiment une célébrité, qui est un très bon boxeur, qui a perdu 3 fois contre Tyson Fury. Mettons, Ngannou va et perd la décision. Ouais. Comment est-ce que tu vends le... Ouais. Parce que je suis pas vraiment persuadé qu'il lui donne le combat direct à Tyson Fury. Vous savez les gars, la boxe, c'est pas comme le MMA, la boxe, il faut attendre des années avant de voir les combats qu'on veut, j'ai l'impression. Tu vois, c'est compliqué quoi, c'est compliqué, il y a beaucoup de corruption, les promoteurs sont différents, ils sont vraiment attachés à leurs combattants, c'est compliqué de faire les contrats en boxe. Tu vois pas autant de combats de boxe équilibrés comme tu vois au MMA, c'est rare. Les mecs ils veulent prendre aucun risque, ils veulent rien donner gratuitement. Tyson Fury est dans une position où il peut faire complètement ce qu'il veut, je suis d'accord, même si limite il peut faire le promouvoir lui-même. Ngannou n'a pas de manager en ce moment, nouveau dans la boxe, il est connu pour avoir des complications de négociation. Je suis pas sûr qu'il lui donne le combat directement. Franchement, c'est ça qui m'inquiète. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, yes, je sais pas si ça va se faire aussi facilement qu'il le croit. Je lui souhaite, j'espère qu'il fasse le plus d'argent possible. Après, si on parle du niveau technique, Ngannou contre Tyson Fury, je suis obligé d'aller avec Tyson Fury. Ouais. Même si c'est avec les mitaines, tu peux utiliser que les mains. Donc, ouais, compliqué quoi. Compliqué. Toi, tu verrais une issue pour Ngannou pour gagner ou? Peut-être le pouvoir, tu vois, on sait pas comment réagirait si Tyson Fury s'il prend une patate de Ngannou, tu vois. Il y a toujours la surprise du chaos, mais ouais, c'est sûr que techniquement, je vais du côté de Tyson. Est-ce que tu penses que Deontay Wilder a plus de pouvoir dans les mains que Ngannou ou moins de pouvoir? Je dirais qu'il a moins de pouvoir. Ça se touche, mais ouais, non, je pense qu'il a l'air plus massif, non, Francis, quand même. Après, c'est plus lent. C'est ça.
C'est plus lent, ouais, c'est sûr. Mais c'est moins technique. Mais Deontay Wilder a quand même touché Tyson Fury dans les 3 combats qu'ils ont eu. Il a failli le tuer d'ailleurs. On se rappelle, le premier combat, il s'est relevé à la 9e seconde. Les mitaines aussi. C'est sûr, bien évidemment. Ouais. C'est ça qui rend la chose un peu plus excitante. Si c'était en box-box avec les gants normaux de boxe, je serais très inquiet pour Ngannou. Et là, il y a une petite voie pour la victoire. Ça reste quand même assez mince pour moi. C'est compliqué. Pour moi, en ayant vu Tyson Fury se faire cramer plusieurs fois par Wilder et qui s'est relevé normalement, j'ai du mal à voir Ngannou le KO parce que juste il est pas très précis. Même quand il a combattu Rozenstruik, il en a manqué beaucoup. Il en a manqué beaucoup. Après, je sais qu'il a une grosse croissance en capacité et également Ngannou est relativement jeune dans le sport. Il a pas commencé super tôt, quoi. Donc il est toujours en train d'apprendre de nouvelles choses. Il a un bon mindset. S'il peut appliquer ce mindset à que la boxe et se concentrer sur la boxe, je suis sûr qu'il peut battre pas mal de gars. Mais Tyson Fury, pour moi, j'y crois pas. Tyson Fury est le meilleur boxeur du monde en poids lourd. De loin. De loin, quoi. Peut-être qu'il pourrait lui mettre contre, plutôt, au lieu de Tyson Fury, s'il faut faire un premier combat, il pourrait le mettre contre Anthony Joshua. Ouais, mais c'est même pareil, c'est trop tôt pour lui. Après, il y a une rumeur aussi, comme quoi il commencerait contre un boxeur genre de niveau, dans le classement beaucoup plus bas, pour genre se bâtir une petite carrière de boxeur. Après, je sais pas, j'y crois pas trop non plus à cette idée. Moi, je pense qu'il est plus là pour faire un gros coup, quoi, il se barrait. Ouais, un casse. C'est ça, le casse du siècle, Mais ouais, pareil, cette rumeur, toi, t'y crois un peu ou... Parce qu'il est âgé quand même aussi pour... surtout pour la boxe. Et puis surtout pour la boxe. Parce que 38 ans MMA, c'est pas très âgé, mais 38 ans en boxe, c'est quand même assez âgé. Surtout si tu commences, quoi. Si tu es un mec qui a déjà une carrière, qui combat toujours à 38 ans, même Manny Pacquiao qui combattait jusqu'à il avait 40 ans, il combat toujours d'ailleurs, il me semble. C'est un peu compliqué. Après, les poids lourds, c'est différent. Il n'a pas vraiment beaucoup de dommages sur lui, Ngannou, parce qu'il n'y a personne qui le touche. Donc, les genoux un peu, non les genoux, les genoux, mais après il y aura pas de leg kick, il y aura pas de moins d'utilisation de jambes. Ce qui fait mal aux genoux, c'est la lutte, beaucoup de lutte. Donc je pense que niveau dommage sur le corps et niveau entraînement, ça va être plus facile que le MMA. Mais bon, on verra. Après, on tourne un peu en rond parce qu'on sait pas vraiment ce qui va se passer. Mais c'est intéressant d'en parler. J'ai vraiment hâte de voir ce qui se passe avec cette situation. Je suis intrigué, quoi. Je suis intrigué. Il y a eu ensuite l'annonce du combat du frère à Tyson Fury, donc. Tommy Fury contre Jake Paul. Pareil, ça avait été annoncé une fois, c'est tombé à l'eau. Est-ce que ça va se faire cette fois-ci? On ne sait pas trop. Il y a eu un petit face-à-face aussi avant-hier, là. Je sais pas si t'as vu, sur le ring. Je crois que c'était... Ah, je l'ai même pas vu, non. Juste après un événement, ils se sont mis... ils ont été face-à-face. Jake Paul est monté sur le ring. Et il lui a dit qu'il allait le déshonorer, qu'il avait plus à perdre que lui. Et qu'il allait le KO devant toute sa famille, qui allait le déshériter. En vrai, Tommy Fury, c'est ça, Tommy Fury. Il a combattu un peu que des peintres, hein, j'ai envie de dire. Si tu regardes il a eu 6-0, quelque chose comme ça. Que des peintres. Il a combattu un mec qui a été 2 et 97, comme ça. Enfin, c'est des combats qui n'ont aucun sens. Il avait battu 1 ou 2 vrais gars également. Par décision, mais pas très impressionnant. On l'avait vu sur le dernier combat de lui que j'ai vu, c'était vraiment pas impressionnant, c'était laborieux. C'était 6 rounds, il me semble. Rien de vraiment impressionnant. Je pense que Jake Paul s'améliore de jour en jour, et je pense qu'il faut commencer un peu à le prendre au sérieux là, les gars. Il a l'argent, il a le temps, il a la motivation, et il a le cœur. Donc pour moi, Jake Paul bat Tommy Fury. Et je pense que Tommy Fury, il risque d'encore pull-out, je dirais. Ah ouais. Quand je vois cette histoire, franchement, comment est-ce que tu peux refuser un chèque aussi gros? Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il va faire des millions et il pull out pour un truc, j'ai oublié la raison, pour un visa ou des trucs comme ça. Enfin, c'est n'importe quoi. Tu vas faire un gros chèque de millions et t'as un petit problème de visa. Il disait, ouais, je suis allé à l'aéroport, ils m'ont pas laissé. Fou ma gueule, appelle l'ambassade, fais un truc, décale la date. Tu vois ce que je veux dire? C'est énervant, tu vois, c'est vraiment énervant, c'est des trucs qui se passent beaucoup dans la boxe, ça m'énerve.
Et je suis content en fait que Jake Paul il fasse ce genre de truc parce qu'il expose tout le monde. Tu vois, il expose tout le monde, donc ça fait plaisir à voir. Et moi j'ai Jake Paul gagnant par soit par KO ou soit par forfait parce que Tommy Fury vient pas encore. Et toi? Ouais, je dirais Jake Paul aussi. Mais ouais, pareil, je crois au pull-out. Donc, affaire à suivre. Mais par contre, ce qui me fait chier, c'est que moi, je veux voir Jake Paul à MMA, quoi. Ouais, ça ferait plaisir. Ils ont annoncé ça. Ça veut dire que c'est pas pour tout de suite. Ouais, moi, j'ai qu'une envie, c'est de le voir en MMA. Il a dit qu'il veut combattre à 185 par contre, à 84 kilos. Ah ouais? C'est compliqué les gars, 84 kilos PFL, c'est Sidi Boussaï le champion. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas n'importe qui. C'est compliqué les gars. Mais bon, on a fait le tour sur ce sujet. Ouais, je crois qu'on va pouvoir enchaîner donc sur l'UFC Fight Night. Donc Sergey Spivak contre Derrick Lewis, moi qui était déjà prévu à la base et qui est tombé à l'eau à la dernière minute, on se souvient. Et un Sergey Spivak qui est encore une fois favori, donc à 1,44. Ouais, comme la première analyse qu'on avait faite, je pense que Sergey Spivak devrait le faire, mais ouais, je pense qu'il devrait gagner par décision. Mais la patate chaude de Derrick Lewis, tu vois, je me dis que Sergey Spivak, il a le profil un petit peu pour la prendre. Donc à voir, ça va être quand même un beau combat, un ours contre un autre ours. Ouais. Donc ouais, sympathique, mais après le reste de la carte et tout, c'est pas ouf. Enfin, on va y revenir après. Qu'est-ce que tu penses de ce combat, toi? Ouais, sur le main event, j'ai plusieurs points auxquels j'ai pensé. J'ai eu pas mal de temps à penser à ce combat vu que j'ai pensé plusieurs fois que ça avait été annulé le jour même. Je me rappelle, c'était le jour avant que je combatte. C'était le 19 novembre. Je combattais le 20. Mais ouais, donc Derrick Lewis qui apparemment a perdu pas mal de poids. Il s'est bien préparé. J'entends que des bonnes choses. On sait qu'il avait quitté sa gym avec qui il était depuis longtemps. Il avait eu le combat contre Pavlovich. On n'a pas vraiment pu apprendre beaucoup dans ce combat, quoi. Il s'est fait clipper super tôt. Il est tombé. C'était vraiment un stoppage qui était pour moi vraiment tôt. Mais la manière dont il était tombé, la tête en avant comme ça, en poids lourd, tu peux pas vraiment te permettre de tomber comme ça et de penser que l'arbitre ne va pas intervenir, quoi. Donc c'était un peu de sa faute en même temps la façon dont il tombe. Derrick Lewis qui est un peu une anomalie, il a malgré tout une défense de sol qui est pas mal quand même. À chaque fois il arrive à se relever en se mettant à quatre pattes et en se relevant d'un coup comme ça. Je sais pas comment ça marche, mais ça marche. Sergey Spivak, quand on regarde certaines de ses performances, comme celle qu'il avait contre Alexei Oleinik, ça a bégayé un peu. C'était compliqué. On a vu Derrick Lewis contre Oleinik. C'était vraiment facile pour lui comparé à Sergey Spivak. Après, je sais que les maths du MMA, ça marche pas vraiment tout le temps. Parfois, ça marche. Est-ce que ça va marcher là? Je sais pas. Sergey Spivak est vraiment chaud. Sa dernière défaite, c'était contre Thomas Spinal. Faut pas trop rougir. On l'a vu faire des bons trucs. On l'a vu vraiment séquestrer Greg Hardy. Il lui avait fait mal. Il avait fait mal à Augusto Sakai également. Avec un sale TKO, c'était dégueulasse si on s'en rappelle. Ouais, Sergey Spivak, il est chaud les gars. Il est chaud, il est jeune, il est en forme, il s'entraîne à Las Vegas, à Extreme Couture et au UFC Performance Institute. Ça va être compliqué pour Derrick Lewis. Il peut l'attraper, oui. Est-ce qu'il a fait autant de progrès que Sergey Spivak a fait? Tu vois, parce que Derrick Lewis fait beaucoup de progrès, il a finalement commencé à perdre du poids, etc. Mais est-ce que c'est assez pour comparer à l'acharnement et le momentum que Sergey Spivak a eu ces derniers combats quand même? Je pense pas. Je pense que Sergey Spivak risque de gagner plutôt une décision pour moi. Je pense que Derrick Lewis va être un peu plus intelligent. Ce combat, il va pas. Je pense pas qu'il se fasse KO cette fois-ci. Je pense qu'il perd une décision. Il a un peu tendance à abandonner quand il sent qu'il perd. Enfin, abandonner. C'est vrai, ouais. Entre guillemets, quoi. Mais il sort du combat, ouais. Ouais, à sortir, ouais. Donc, je sais pas. C'est vrai que Sergey Spivak, il a quand même aussi fini. Taille, tu vois ça? Oui. Donc, ouais, des patates chaudes, il en a encaissé. D'ailleurs, il a fini sale. Ça. Ouais, il avait. C'était sale. Donc ouais. Ensuite, le reste de la carte qui est pas ouf. Beaucoup d'asiatiques. Sur la carte, je sais pas trop pourquoi. C'était le. Ce qui est bizarre parce que c'est une carte à Las Vegas. Ouais. Ouais,
le co-main event d'Aung Jung contre Devin Clark. C'est pas des mecs super connus. On a Marcin Tybura contre Blagoy Ivanov. Pas mal. Ouais, c'est quand même des... Après, il peut y avoir des surprises, tu vois. Ça peut être une super soirée niveau KO et tout, mais... Duo Choi qui revient. Ouais, Duo Choi contre Kyle Nelson. Kyle Nelson, il a eu beaucoup de complications à l'UFC. Et je vois des fois, il remercie des gens qui pour moi ne devraient pas remercier. Et pour moi, Kyle Nelson, il a eu pas mal de défaites. Je sais pas vraiment encore ce qu'il fait là. Après, peut-être qu'il voulait le garder. Il veut le garder pour remonter Duo Choi qui revient après un assez grand long break. Duo Choi qui avait une très grosse hype. On se rappelle quand il avait combattu Charles Jourdain qui avait stoppé sa hype, qu'il avait KO en Corée, si on s'en souvient. C'était à Busan, en Corée du Sud. Dans Duo Choi, franchement, qui revient, ça me fait plaisir de le voir. Et puis on a le japonais là, Yusaku Kinoshita contre Adam Fujit, qui arrive des Contender Series, donc très jeune, je crois il a 22 ans. J'avais assisté à son combat aux Contenders quand j'étais allé, là vous pouvez voir la vidéo sur notre chaîne. Et ouais, je suis très excité de voir son premier combat. Après, c'était pas ouf, il a eu quand même du mal, donc on va voir parce que ça donne contre un mec de l'UFC, pas un vétéran, mais ouais, qui est en place. À voir. C'est pas la carte de l'année, hein, c'est sûr, pour le coup, c'est pas ouf du tout. Mais ouais, il peut y avoir des belles surprises. Et le même soir d'ailleurs, il y a Bellator qui pour le coup, ils ont une très belle carte. Très belle carte. Donc le dernier combat de Fedor, on a le retour de Max Roshkov. Pas mal de trucs à dire sur. Ouais, pas mal de trucs à dire. En plus, j'y attends. Je vais aller à l'événement avec Mansour, qui va être à Los Angeles pendant quelques jours, donc ça va être sympa de le voir et d'aller à l'événement. Légendaire quand même, Fedor, le dernier combat, c'est magnifique. J'ai vraiment hâte de voir. J'ai jamais vu Fedor combattre live en plus. Il y a également Johnny Eblen qui avait pris la ceinture à Gegard Mousasi, on se rappelle. Pour moi, un des meilleurs 84 kg du monde, toute promotion confondue. Donc vraiment un beau main event et un beau co-main event, quoi. La ceinture à 185 et la ceinture à heavyweight, magnifique. On a Brennan Ward qui revient. Brennan Ward qui a une resurgence dans sa carrière qui est incroyable parce qu'il était à moitié clochard à un moment, complètement dans l'héroïne. C'était un vagabond, il allait de ville en ville, il dépensait tout l'argent qu'il avait, il était complètement sous coque, sous zéro. Enfin, il y a un documentaire qui est en train de se faire sur sa vie. Il a une vie extraordinaire. Le mec, il allait au Japon, il n'arrivait pas à dormir, il buvait un pack de 12 bières et il gagnait par KO. Je peux pas comprendre. Après, il prend sa carrière un peu au sérieux et il perd. Après, il prend un gros break et là, il revient, il a une belle resurgence, il est sur 2 victoires à Bellator. Je pense que s'il arrive à battre Sabah Omasi, qui est 17-10, Sabah Omasi, mais qui est très bon, il s'entraîne à American Top Team et il s'entraîne avec beaucoup de mecs du top 10 à l'UFC, etc. Donc ça va être un beau combat, j'ai hâte de voir ce combat. On a également un Algérien, Youssef Karakaya, qui fait son début 1-0 contre un lutteur, Ethan Hughes. Donc je sais pas vraiment, il est 1-0, il fait son début à Bellator, donc ils veulent miser sur lui. Ouais. On a également Max Roshkov qui revient. Max Roshkov, on se rappelle de lui notamment malheureusement pour son abandon à l'UFC. On se rappelle quand il avait combattu Austin Hubbard. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était pendant la pandémie. Il gagnait le premier round contre Austin Hubbard. Il perdait le deuxième round. Et à la fin du deuxième round, il veut pas se lever du siège et il abandonne. Et l'UFC l'a remercié automatiquement. Il y avait une grosse polémique, il est revenu, il a une belle resurgence de sa carrière, il a combattu à Cage Warriors 3 combats, 3 victoires. Il était censé faire son Bellator début contre le mec qui avait perdu contre Ousmane Nurmagomedov, je ne me rappelle plus de son nom. Mais le combat avait été annulé le jour même, je ne sais plus pourquoi. Donc voilà, donc c'est son Bellator début. Le mec est vraiment bon, il a une mauvaise connotation avec son nom, mais il est quand même 7-1, donc j'ai hâte de voir ce qu'il fait. Et on a des beaux combats, on a Darren Caldwell qui revient, l'ancien champion à 135. On se rappelle qu'il avait battu Anthony Dizzy à l'époque, le français, donc très bon. Lorenz Larkin contre Moukhamed Berkamov. Lorenz Larkin qui est toujours vraiment impressionnant à Bellator, un pilier de Bellator. Et Niman Gracie, le neveu de Renzo Gracie, la légende du Jiu-Jitsu, qui revient de se faire KO en plus contre Goshi Yamashi.
Donc ouais, non, c'est vraiment une carte de folie pour le Bellator. Il y a des gros noms, bien sûr, ils sont moins connus que les gros noms de l'UFC, mais c'est des gros noms du Bellator, quoi. Et la carte, elle est magnifique. Du début à la fin, il y a beaucoup de combats. Ça va être à Los Angeles, ça va être rempli. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait samedi avant, qu'il n'y avait pas l'UFC. Mais là, pour moi, Bellator, le Bellator surclasse l'UFC largement ce week-end. Et ça fait, je sais pas pourquoi ils veulent aller tête à tête. C'est bizarre parce que c'est déjà de 1, pour regarder Bellator aux États-Unis, déjà même c'est plus compliqué. Il faut avoir Showtime, etc. Tu vois. Alors que ESPN, c'est beaucoup plus facile à regarder. Ce sera pas à la même heure après, mais bon, on verra ce qui se passe. Même en France, je sais même pas où est-ce que tu regardes Bellator. UFC, c'est ta RMC et tout ça maintenant. Ouais. Mais ouais, pour Bellator, c'est plus compliqué. Sur l'application Showtime? Non, je pense pas que ça soit en Europe. Ah ouais? Ouais, non, en Europe, ça va être... faut avoir les liens. Ouais, ça va être compliqué. Après, Bellator, les gars, si vous savez pas, Bellator, à chaque fois sur la page Instagram, ils mettent là où tu peux regarder dans tous les pays. Donc si vous savez pas, regardez sur la page Bellator. Et ouais, voilà, donc on a fait un peu le tour. Hein. Il y avait pas mal de petites news qu'on voulait parler. Les cartes, malheureusement, la carte de l'UFC est pas terrible. Franchement, ce week-end, c'est un peu léger. On le fait quand même. Et tout, c'est pas ouf. On le fait quand même, mais on est excité pour les cartes à venir, malgré tout. Et puis ce sera un beau week-end de combat quand même. J'ai vraiment hâte de voir le Bellator, donc j'essaierai de prendre un max de vidéos quand j'y vais samedi. Donc je vais essayer de prendre... je vais essayer d'avoir s'il y a des face-off, etc., je vais essayer de prendre... je sais pas s'ils vont annoncer les gagnants du tournoi. S'ils ramènent Mansour, à mon avis, c'est qu'ils veulent le ramener pour quand même des photos, des trucs, tu vois. Donc ce sera intéressant à voir, je suis super excité. Et on a fait le tour. Ça marche. Merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, de nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et à la prochaine.